Tout le monde a quelque chose à raconter. C'est vrai. Peu importe le domaine, peu importe le sujet, on a tous quelque chose à raconter. Oussama, si tu écoutes ce podcast, écoute, tu seras le bienvenu. On a déjà reçu en plus. Le chai latte, si tu aimes ça. Ouais, j'ai lancé ma première boîte de location de style vestimentaire, là, Armoire Paris. Je pensais que j'allais devenir le prochain Steve Jobs. Mais j'en étais convaincu, tu vois. On a avec nous aujourd'hui deux multi-entrepreneurs. Vous êtes sur Ça fait un bail, c'est Jérémy. On est chez Podspace avec James et Eddy, qui sont les créateurs de Podspace, qui sont aussi podcasteurs, au moins James. Moi, ouais. Moi, non. Bientôt, je l'espère, Eddy, peut-être. C'est un peu l'expression, tu sais, qu'on connaît tous, le cordonnier le plus mal chaussé. Je te jure. C'est ça. Et pour le coup, ils sont mis sur une niche que je trouve hyper intéressante. L'idée, c'est de transformer un lieu en studio de podcast qui va être loué à l'heure, C'est a ça. priori autour de 100 € de l'heure. C'est ça. Et moi, j'adore ces petits business où tu peux louer à l'heure. J'ai déjà parlé un peu sur un autre épisode de futsal. Moi, je suis basketteur, donc je Ah, t'es basketteur, mais moi aussi. je vais à la Hoops tous les lundis. Ok, tu vois. cool. Bah, tu m'appelleras, je viendrai. Et avec plaisir. trop bien. Et la Hoops, tu vois, c'est un hangar que tu Ouais. récupères à Aubervilliers Ouais. et tu crées un super branding, C'est ça. un truc. Ouais, C'est ça. ouais. Alors, je crois que c'est compliqué comme business parce qu'ils en ont fermé beaucoup. Ouais, je m'étais renseigné un jour sur le sujet, sur tout ce qui était Five, tu vois, et typiquement aussi Oops Factory, pour en ouvrir un, mais c'est ça demande quand même pas mal de fonds en amont. Après avoir au niveau rentabilité, j'en ai aucune idée. Ouais, en effet, il y a des moments où tu loues très bien le soir, etc. Mais en journée, c'est Ouais. compliqué. Ouais. Ouais. Puis après, ça devient de l'événementiel, en fait. Mais bon, c'est un chouette, s'il y a des basketteurs qui écoutent, c'est un chouette endroit. Puis tu rencontres un peu il y a beaucoup de sportifs qui y vont. Ouais. Tu sais, le basket, je trouve que c'est le sport où, quand tu fais un autre sport à haut niveau, t'as des gars qui kiffent le basket, tu vois. C'est des Gaël Monfils. Exactement, ouais, c'est vrai, tout à fait. Ouais. Et régulièrement, on tombe sur des sportifs hyper connus là-bas Ok. qui viennent un peu Ouais. se vider la tête avec du basket, quoi. C'est une bonne chose, ouais. Le sport, tu rencontres toujours de toute façon des bonnes personnes, c'est des beaux lieux de rencontre. Ouais, Exactement. Dans l'épisode 135, qui est assez récent du podcast, on a parlé de immobilier 2024. Est-ce que c'est la grosse crise mondiale ou est-ce qu'il y a des opportunités à choper ou est-ce que finalement ça va rester comme c'est aujourd'hui? Il y a une énorme augmentation des taux. Il y a eu beaucoup de changements sur potentiellement des mètres carrés non utilisés, etc. dans des bureaux qui ont divisé par deux leur prix de location ou leur prix d'achat. Et j'étais avec Vincent Pavanello du coup sur cet épisode. Ok, ça me dit quelque chose. Et qui est assez connu sur l'IMO, qui est hyper connecté. Et une des opportunités qu'on a identifiées à la fin, et c'est comme ça, et je lui ai pas soufflé le truc. Il m'a dit, tu vois, aller trouver des manières originales d'exploiter un lieu. Par exemple, il y a des studios d'enregistrement de podcast. Et si ça te dit quelque chose, c'est que je crois qu'il est venu enregistrer ici. Ah bah c'est peut-être pour ça que ça me dit quelque chose, effectivement. Ouais, peut-être. Et j'ai dit, bah écoute, j'ai déjà un enregistrement prévu avec les fondateurs de Podspace. Et du coup, c'est l'objectif de cet épisode, c'est de rentrer un peu dans le détail de votre parcours. Je sais qu'en plus, toi, tu as fait un peu d'immobilier Un aussi. petit peu, On pourra en parler. Location courte durée à Marseille. Ça peut être chouette. Et pour démarrer, je vais vous proposer de vous présenter. Pour ceux qui connaissent pas encore, James, il publie régulièrement sur LinkedIn. J'essaye. Vous avez déjà vu passer, je pense, ses posts. J'essaye. Mais présente un peu toi et tes activités diverses. Écoute, j'ai 28 ans, je suis entrepreneur depuis l'âge de 20 ans, j'ai essayé plein de choses. Le système à abonnement, j'ai une marque e-commerce, j'ai fait de la création de contenu, j'ai une agence de marketing digital. J'ai fait de la formation, c'est comme ça que j'ai rencontré mon frérot qui est ici présent, Eddy, qui est devenu mon associé. Formation sur quoi vous faisiez? Moi, je faisais une formation sur le marketing digital, Ouais. parce que c'était mon expertise. J'ai fait un master en école de co. C'est comme ça que je me suis mis un petit peu dans le marketing digital et que j'ai lancé mon agence par la suite. Ensuite, j'ai décidé de lancer une formation et j'ai rencontré Eddy comme ça, qui avait une boîte de portage en formation, qui était un gros acteur sur le marché. On m'a mis en relation avec lui. On s'est tout de suite très bien entendu. Ouais, c'est vrai. On avait beaucoup de points en commun. Mm. Et puis, au-delà de l'aspect business, c'est surtout devenu un ami très proche avec le temps. Et c'est comme ça, ensuite, qu'on a lancé cette aventure ensemble, Podspace. Et du coup, à côté de ça, j'ai aussi un podcast, l'un des top podcasts France, Spotify, qui s'appelle Passe le plaid by James et Shona, donc un podcast que j'ai avec ma femme. On fait entre 300 350 000 écoutes par mois sur Spotify et plus de 7 à 10 millions de vues sur les réseaux sociaux. C'est énorme. Ouais, c'est huge. Et le truc, c'est qu'on a lancé en janvier.
Tu vois, donc en fait, on a eu une explosion assez rapide. C'est quoi le thème? Raconte-nous un peu pour ceux qui ont jamais écouté. Alors vous allez très vite comprendre pourquoi ça a explosé aussi vite. C'est parce que le thème, c'est un peu c'est du commérage, tout simplement. Voilà, on va se le dire. C'est du commérage. En fait, les abonnés nous racontent des anecdotes qu'ils ont vécues. Ils se demandent s'ils sont mauvais par rapport à une situation. Donc le titre, c'est Suis-je mauvais? Et ça peut être tout et n'importe quoi. Suis-je mauvais parce que je ne parle plus à ma belle-mère, parce qu'elle elle n'est pas venue à mon mariage ou quelque chose comme ça, tu vois. Il y a du débat en commentaire. Voilà, exactement. Et du coup, Ouais, ça génère énormément de commentaires. Et nous, ensuite, on ouvre sur des débats de société avec Shona, qui est ma femme. Et ça marche plutôt bien. On est très, très contents. C'est trop bien. Ça représente un truc que je présente souvent à mes clients que j'accompagne pour lancer des podcasts. Et quand ils veulent faire un truc très top of the funnel qui touche énormément de monde, je leur dis, essayez d'aller chercher des concepts qui existent déjà ailleurs, peut-être à la télé par exemple, ou à la radio, et essayer de les ramener dans le monde du podcast, totalement. dans le monde de YouTube. Et moi, ça me fait énormément penser à Skyrock, c'est 20h, 22h. C'est vrai, c'est vrai. C'était du commérage aussi et des histoires un peu marrantes. Et quand j'ai vu ton podcast pour la première fois, je me suis dit, ok, c'est un concept Skyrock qui est arrivé en podcast et c'est hyper malin. Et c'est une des raisons, parce que tu sais déjà que ça marche. Si ça fait 10 ans que sur Skyrock ou 20 ans qu'ils font ça, tu sais que les gens, ils attendent ça, quoi. Bien sûr. Tout le monde écoute ça, tu vois. C'est surtout pour une radio aussi grosse, en plus, tu vois. Et au-delà de ça, tu vois, c'est des sujets, nous, qui peuvent toucher tout le monde. Dans nos communautés, on a tout le monde, vraiment, de la personne un peu plus âgée, qui a un emploi stable, tu vois, CDI, etc., à un petit jeune de 18 ans. Mais vraiment, c'est ça qui est impressionnant, tu vois, c'est parce que tu vois qu'au final, des sujets de société, tout le monde sont confrontés à différents sujets dans la vie, et puis c'est pour ça que ça rassemble, tu vois. Moi, je suis presque jaloux que tu aies autant de liberté sur ton podcast. Moi, je fais de l'immobilier, j'adore ça, et ça fait 135 épisodes et je suis toujours pas lassé. Mais de temps en temps, je me dis, j'aimerais bien rentrer dans un sujet complètement différent. Et toi, du coup, t'as une liberté complète sur les sujets à aborder, quoi. Totalement. Donc voilà. Et du coup, Eddy, je te laisse te présenter. Ouais, du coup, comme t'as dit, James, on s'est rencontrés durant une présentation d'une boîte que j'ai qui s'appelle indépendant.com, que j'ai fondée il y a maintenant 3 ans et demi, qui est, je pense, un des plus gros acteurs là actuellement, avec plus de 15 000 formés à notre actif, et voilà, un chiffre d'affaires qui est quand même assez colossal. Et on a rencontré plein de gens. James était une personne juste incroyable que j'ai pu rencontrer. Là, on a de la chance avec cette activité, c'est de pouvoir aider énormément de formateurs sur le marché qui nous-mêmes formons sur des activités très spécifiques. Donc ça nous permet de rencontrer beaucoup de monde. Et vu qu'on a beaucoup de on a beaucoup de visibilité, je pense, les gens nous voient comme un accélérateur en fait pour leur activité. C'est quoi le modèle un peu du portage de formation? Vous avez dit ça? Je connais pas très bien. Ouais, en gros, on aide en fait les formateurs qui souhaitent se lancer dans de la certification sur des thématiques très spécifiques, en les accompagnant, en les rendant éligibles, soit des financements ou soit à des accompagnements un peu plus lointains sur l'entreprise aussi. Donc nous, on accompagne des entreprises principalement, et on leur permet d'aller plus vite, et on prend un pourcentage sur leur vente. D'accord. Mais pas que, on forme aussi. On est en train de développer un SaaS là actuellement, et on couvre aussi d'autres domaines qui sont très intéressants. Donc vraiment, c'est plus l'aspect technique de la formation, je dirais, plus l'ingénierie pédagogique de la formation. Et je pense que on a vraiment impacté énormément le marché. On a vraiment essayé de bien faire les choses depuis le début. Et ça se ressent sur les gens qui nous accompagnent depuis très longtemps et qui continuent de bosser avec nous. Et donc on a fondé un groupe, on a racheté des sociétés aussi. J'en ai racheté 3 il y a très peu de temps. Et on continue. Voilà. Après, il y a plein de choses que j'ai faites aussi avant. Comme je disais juste avant, un peu d'immobilier, j'ai testé. L'immobilier, c'est juste tester une manière différente d'avoir des revenus. C'est ça. Tu veux nous parler un peu des chiffres de tes invests? Mes invests, j'en ai pas fait beaucoup. Invest, je dois être à 500. Sur l'IMO, tu vois. Sur l'IMO, c'est vraiment très peu. Très peu. À mon échelle, en tout cas, moi, je trouve que c'est très peu. Peut-être 500 000 euros d'invest IMO. Okay. C'est pas énorme. Ça va très vite l'IMO en plus. Sur 3 apparts. Exactement. À Marseille. Exactement. Il marche plutôt bien, honnêtement. Ça marche plutôt bien. Il y en a un qui est en location longue durée. Les 2 autres sont en courte durée.
Ça marche vraiment bien. Il y avait pas de complexité. Je l'ai lancé, ça marchait très très vite, ça m'a vachement étonné. Mais après, il y avait de la gestion, ça me faisait chier. Et c'est là où je disais à James, putain, ça me fait chier, j'aimerais bien avoir un truc qui soit un peu différent. Tout le monde fait la même chose et tout. Je veux un truc qui sort un peu de l'ordinaire. J'aime bien un peu faire des choses, mais qui sont pas forcément ce que tout le monde fait, tu vois. Ça fonctionne très bien, la location courte durée. Et je pense que quand tu cherches un complément de revenu, c'est très très bien. Mais je pense qu'on a un niveau d'entrepreneuriat qui est un peu plus aguerri. Et on cherche à faire des choses un peu plus, avec l'expérience et le réseau qu'on a, quelque chose qui fonctionne un peu plus. Ouais, je parle souvent, moi, de l'immobilier comme de l'entrepreneuriat niveau facile, quoi. Souvent, ouais, c'est simple. Souvent, j'ai des gens qui veulent se lancer totalement autour de moi, qui ont un peu d'argent, tu vois, souvent c'est on a fait la même école de commerce où on s'est mais les gens ont peur de ça. Hein. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Ils ont mis de l'argent de côté, ils veulent lancer leur boîte, mais tu sens que c'est peut-être pas 100% pour eux. Et j'ai envie de leur dire, commencez par de l'immobilier un peu actif. Tu vois, tout le monde parle d'immobilier passif sur le marché quand tu vois les formateurs, etc. Et moi, un des gros mantras de mon podcast, c'est aller faire de l'immobilier passif, aller faire de l'immobilier actif, aller chercher des invests pas à 5-6% de renta, mais à 12, 13, 14, 20. Exactement, je suis totalement d'accord. 50. Et après, petit à petit, t'es de plus en plus dans le business et de moins en moins dans l'immobilier. Totalement. Et ça, je trouve ça trop sympa. Et c'est un peu de l'entrepreneuriat niveau facile où tu peux pas faire de x10. Mais tu peux pas perdre toute ton oseille si t'as bien acheté, quoi. Je suis d'accord, mais tu vois, pour une personne qui n'a jamais investi, qui n'a jamais mis un pied dans l'IMO, ça fait peur, tu vois. Et c'est pour ça qu'en fait, nous, je parle de nous, toutes les personnes qui n'ont pas investi, donc je me mets dedans. Les personnes qui n'ont pas encore investi, on a l'impression que c'est un gros chantier. Et vous parlez ça comme quelque chose de facile, vous qui l'avez déjà fait. Mais pour moi, j'ai l'impression que c'est difficile, alors que j'ai dû faire sûrement des choses bien plus compliquées avec les différentes sociétés que j'ai construites, tu vois. Ouais, c'est des grosses sommes, quoi. Je pense que c'est les sommes qui font peur. Je sais pas, c'est pas forcément les sommes qui font peur, mais c'est plus le process, tu vois. J'ai l'impression que ça reste un process quand même compliqué avec pas mal d'allers-retours, beaucoup de documents, etc. Donc, en tout cas, pour moi, je sais que c'est un frein, mais que je vais surpasser dans pas longtemps parce que je compte m'y mettre. Mais tu vois, vous, votre vision en tant qu'investisseur est différente de la mienne comme personne qui n'a pas encore investi. Moi, je me considère vraiment pas investisseur. Je trouve qu'à ce niveau-là, c'est très faible. Après, je peux comprendre totalement ce qu'il dit. Et peut-être parce que aussi, je suis entouré d'entrepreneurs qui ont, tu vois, là, en ce moment, Rami, qui a un patrimoine qui dépasse le $1 milliard. Ou peut-être. Enfin bref, ce que je veux dire, c'est que. Il va falloir me le présenter, lui. Ou d'autres personnes, tu vois, que je pourrais citer tellement de prénoms, on est intéressant, mais qu'on côtoie. Et tu te sens tellement toujours plus petit donc c'est juste en fait, je pense aussi relativiser. T'as des gens qui vont très très vite, ils sont pas forcément beaucoup plus intelligents, ils passent à l'action. Et effectivement, il y a la barrière peut-être des documents un peu qui met un peu de temps. Les gens cherchent toujours aussi la perfection parfois, tu vois. Mais je pense qu'il faut juste passer à l'action. Il y a jamais trop de risques, je pense. Exactement. Surtout. Non, le seul risque, c'est de se faire avoir par une arnaque ou un programme qui soit, enfin vraiment, il y a des arnaques dans l'immobilier. En France, dans l'immobilier, c'est difficile quand même. Il y en a pas beaucoup en effet en France. C'est très très difficile. Ou des gens qui te vendent des produits type défiscalisation, etc., qui en fait sont pas si intéressants que ça. Et tu vois là, un des produits les préférés des Français en immobilier, c'est le Pinel, qui est un peu en train de s'arrêter. Et il est quasiment prouvé que si t'achetais à côté, pas en Pinel, un appart pas neuf, tu faisais systématiquement une meilleure affaire. Donc alors après tu perds pas non plus. C'est là que tu vois, t'investis des sommes immenses, 200 000, 300 000, 400 000. Si t'as fait un peu de taf sur la recherche de l'endroit, etc., tu revendras au même prix ou un peu plus cher. On a eu la chance ces 20, 30, 40 dernières années que l'immobilier, ça monte de manière constante de toute façon. Donc c'est là que le risque il baisse un peu. Pour revenir un peu sur ta vision à toi sur l'immobilier, est-ce que c'est des anecdotes un peu justement que tu aurais eu sur ton podcast ou ailleurs de galères qui se sont passées ou d'impayés ou de machin qui font que tu considères ça comme un peu compliqué ou chiant? Non, je pense que c'est juste une connaissance pas assez aboutie de la chose, tu vois. Encore une fois, moi, je pense exactement comme Eddy. Pour moi, il n'y a rien qui est insurmontable. Ouais. On peut tout faire, mais il faut juste y mettre son focus, y consacrer du temps, ne pas faire n'importe quoi, être parfois bien accompagné aussi. Et vous voyez, aujourd'hui, dans l'immobilier, il y a tellement de formations, il y a tellement de formateurs, il y a tellement de contenu aussi, que on est aussi un peu sur de la surinformation. Donc, ça devient, je trouve, compliqué d'aller chercher les bonnes infos au bon endroit.
Et c'est ça aussi qui peut faire peur à une personne qui n'a pas encore investi et qui est mal entourée ou qui n'est pas entourée. C'est comment aller chercher ces informations de sorte à ne pas se tromper par la suite et à ne pas faire d'erreur. C'est plus ça. Après, moi, encore une fois, je sais que quand je vais investir, je pense que je vais le faire de la bonne manière parce que je suis entouré de personnes qui ont déjà investi. Bien sûr. Et j'ai un cercle d'entrepreneurs, comme l'a dit Rami, qui est par exemple le propriétaire de notre prochain bail commercial rue des Jeuneurs, qui a un patrimoine super conséquent. Voilà, même s'il ne se considère pas comme un investisseur, à partir du moment où, je parle d'Eddy, où tu investis dans de la pierre, pour moi, tu es un investisseur. Tu vois, même si, voilà, pour le moment, toi, tu estimes que tu n'as pas investi beaucoup. Pour moi, Autant qu'avec 2 LCD et une longue durée, enfin, il y a des gens, ils vivent avec moins que ça en revenus. Ouais, bien sûr. Ouais. Tu vois, bien sûr. pour moi, Eddy est un investisseur IMO à son échelle, mais ça reste un investisseur IMO. Ouais. Et je sais que la première personne vers qui je vais me tourner demain lorsque je vais vouloir investir, c'est mon pote. Parce que c'est quelque chose qu'il a déjà fait, tu vois. Donc, j'ai pas encore cette crainte. C'est juste que le jour où je veux le faire, je vais mettre du focus. Là, il y a beaucoup de choses qui se passent pour Podspace, et même pour le podcast James Session, etc. Donc, je pense pas que ça soit la période adaptée, sachant que je viens d'être papa une deuxième fois, tu vois. Mais c'est vraiment, merci. C'est vraiment. Au contraire, moi, je pense que c'est la période adaptée, tu vois ce que je lui dis. C'est exactement ce que je dis il y a quelques jours. C'est exactement ce moment-là où tu devrais commencer à réfléchir parce que tu deviens papa pour une deuxième fois, tu vois, tu cherches la stabilité quand t'es un papa poule, quoi, comme lui. Non, mais c'est vrai, il a raison. Et tu vois, par exemple, et en vrai, de vrai, pour vous dire la vérité, ça me fait un peu chier quand même de pas le faire maintenant. Et je commence vraiment à en parler avec ma femme, parce que, par exemple, là, la semaine dernière, on a visité une maison, dans le 91, d'un loyer de entre 1200 et 1300 euros, tu vois, mais une belle maison, avec jardin et tout. Ouais. Pour les enfants, c'est super cool, tu vois. Et ça me fait chier de payer un loyer pour payer un loyer, sachant que le bien ne m'appartient pas. On est sur une belle maison en plus. Et là, je commence à me poser, à me dire, il serait peut-être temps que tu achètes, tu vois. C'est sûr que dans l'immobilier, le plus tôt le mieux, c'est. Bien sûr. Il n'y a pas de bon moment. Actuellement, le meilleur moment, c'était hier, et on le dit à chaque fois. Exactement. Surtout que là, actuellement, il y a beaucoup de biens en plus sur le marché. Le marché immobilier est vachement ralenti. Ouais. Exactement. On a des taux qui sont montés, des vendeurs qui n'ont pas trop encore baissé leur prix. Et du coup, James, si tu vas et que tu achètes, qu'est-ce que t'en penses, toi, Jérémy? Négocier à fond. Ouais. Le sujet, c'est qu'aujourd'hui, quand tu es dans une situation de crainte un peu comme ça, les taux, on est encore sur une montée. Je crois que la BCE a fait. Là, ils ont arrêté la hausse des taux. Ouais. Ils ont dit que ça avait un peu stagné, mais les vendeurs, ils connaissent pas très bien non plus l'économie. Donc, ce qu'ils voient juste, c'est que c'est de plus en plus dur de vendre leurs biens. Et ils se demandent si l'année prochaine, ça va pas être encore pire. Encore plus dur, ouais. Et donc, si tu achètes au prix aujourd'hui de l'annonce, tu risques de pas faire une si bonne affaire que ça, en tout cas pas aussi bonne qu'il y a 2 ans, parce que tu vas payer ton crédit très cher et t'auras pas un bien à un prix hyper intéressant. C'est peut-être pas si important que ça, vu que ça se renégocie les taux. Et... C'est peut-être pas si important que ça. Après, on sait pas justement combien de temps ces taux resteront à 4-5%. Par contre, si tu arrives à jouer sur cette peur qui est légitime en plus, parce que potentiellement on est sur une crise encore plus importante l'année prochaine, et tu lui dis en fait ton bien, ta maison dans le 91 elle va baisser encore 500 000 euros, là tu veux la vendre 500 000, mais moi je te propose 400, mais si tu me la vends pas l'année prochaine, tu vas devoir la vendre 300. Tu peux jouer sur des trucs comme ça. Moi, en période Covid, l'opération n'est pas allée jusqu'au bout, j'avais signé un terrain qui était affiché 600, j'avais négocié 500. Et quand le Covid est arrivé, on a cassé le marché. Deal, ouais. et j'ai dit, en fait, le Covid est arrivé, les prix se sont cassés la gueule, donc maintenant, je te encore propose le prix 290 000. Purée. Et le mec a accepté à 290 000. Ah ouais? Quelques semaines après ou mois après, tout le monde réalisait que, peut-être mois plutôt que semaines, tout le monde réalisait que le Covid n'aurait pas un impact si important sur l'immobilier résidentiel. Et en fait, c'était juste cette peur, quoi. En fait, le gars qui était en face, il avait peur que ce soit la fin du monde. Ouais, tu m'étonnes. Donc il s'est dit, même à, ça se trouve, je lui aurais proposé 100 000, il me l'aurait filé. Non, mais c'est compréhensible parce qu'après le Covid, c'était une période délicate. Tout le monde était on n'avait jamais connu ça, tu vois. Il y avait une atmosphère apocalyptique, de fin du monde. Ce qui fait que je peux comprendre les proprios qui sautaient. C'est vrai que c'est un peu je te prends la situation la pire. Aujourd'hui, c'est pas cette situation de peur non plus, mais on est dans une situation qui s'en rapproche un petit peu pour ceux qui ont connu des taux à 1%, 2% toute leur vie,
comme nous, parce qu'on a tous 30 ans. Ouais. Mais moi, tu vois, j'avais entendu que, après tu me confirmeras ou pas, que les biens IMO dans les zones rurales avaient augmenté pendant le Covid, parce que les gens, pendant le confinement, avaient besoin de respirer, avaient besoin de verdure, etc. Et du coup, les biens en zone rurale avaient pris de la valeur. Tu vois ? C'est toujours le cas sur des zones qui sont bien connectées à des grandes villes, etc. Donc en effet, des villes sympas à 1 heure de Paris, on a vu des prix exploser, des Nantes, Reims, etc. Et à côté de ça, t'as quand même, quand t'es dans une crise IMO, c'est quand même les marchés les moins tendus, où il y a le moins de monde qui peinent le plus. Et donc t'as quand même des villages, etc., où pas grand monde a envie de s'installer, qui avaient vraiment subi ce truc-là, quoi. Ok. Si on revient sur les premiers jours ou même le premier jour de Podspace, c'est quoi qui a l'idée? C'est quoi la première discussion? Comment ça fonctionne au tout début? Tu te souviens ou pas, toi? Moi, je me souviens exactement comment ça s'est passé. On l'avait dit juste un peu avant, mais je pense. Il l'avait dit. On était au restaurant et il me dit, écoute, j'ai un partenaire qui a un bail commercial dans le 18e. Je sais pas trop quoi en faire. Il me propose de faire un truc, t'as pas une idée et tout, sachant qu'on peut pas faire de show, de restauration, tu vois, chaude du coup. Et moi, juste avant, j'étais tombé sur une vidéo de quelqu'un qui enregistrait à Dubaï, tu vois, d'un ami. Et j'avais dit, mais t'as fait un studio chez toi à Dubaï et tout? Il me dit, non, du tout. Il y a un gars qui vient d'ouvrir un studio de podcast. Ça cartonne. Il est full. Et du coup, j'enregistre là-bas. Je dis, mais putain, mais le mec, il a eu une idée de génie. Dubaï, il y a que des expats. Les gens ont besoin d'un coin pour enregistrer. Le contenu, c'est en train d'exploser. C'est normal qu'il soit full. Et Eddie me dit ça. Et là, je me dis, mais truc de ouf. Je lui dis, mais écoute, regarde, on m'a parlé de ça. Est-ce que ça te dirait pas qu'on fasse ça? Ouais, direct, je fais putain, vas-y, je kiffe l'idée. Vas-y, on lance ça direct. J'ai kiffé l'idée et comme je disais juste avant, je voulais vraiment investir en plus. Je voulais pas investir sur de l'immobilier, ça me faisait chier. Ouais. Je voulais faire quelque chose de différent, quitte à créer une franchise ou quelque chose. Tu le disais tout à l'heure, tu vois, t'as plein de manières différentes de faire l'immobilier aujourd'hui et qui peuvent peut-être être bien déléguées aussi si on fait bien le travail. Pas facile, mais tu parlais des baskets, peut-être du foot ou plein de trucs. Et comme disait James, donc on trouve le local. Ça se passe pas très bien avec l'autre mec. Ouais. Avec le propriétaire? Ouais, ça se passe très mal, ouais. C'était même pas le propriétaire au final. C'est pas le propriétaire, ouais. C'est la sous-location qui, lui, en fait, voulait bosser avec nous, mais nous surfacturer le loyer. C'est pas logique. Ouais. Et ça, nous, on l'a découvert après. Non, moi, j'ai découvert de suite. Eddie, toi, t'avais des doutes J'avais des doutes de suite. Il dit le truc, je trouvais ça bizarre parce que. Quoi, les chiffres, on peut te les donner, ouais. En plus, dans le 18e, c'était pas ouf, tu vois. C'était quand même place Clichy. C'est pas dégueulasse, mais c'est pas là où on est dans le 2e. Ici, c'est une localisation qui est quand même, qui est cotée. Du coup, je crois que c'était 1500 et il propose 3000. D'accord. Le double. James capte pas, moi je capte. Ouais, moi je capte pas. Du coup, je lui pose des questions, tu vois, on en discute. Bon, il fait semblant qu'il comprend pas. Moi, ça m'énerve, j'aime pas les trucs comme ça. On est tous les trois, techniquement, on est censé faire business ensemble. Sachant qu'on était associés au même part avec lui, tu vois. Donc, exactement, même part. Sachant que lui, il faisait rien, tu vois, il nous proposait. Donc, et qu'on avait pas besoin de lui aussi, on a des fonds. Je veux dire, tu rentres dans un projet où on te fait rentrer parce que voilà, t'as le bien. Et donc, je pense qu'il croyait pas au projet, tout simplement. Je suis ok, tu sais quoi? Je l'appelle, je préfère qu'on arrête. Il prend très mal, je crois. Ouais, ça s'est pas très bien passé au téléphone. Il prend très mal. J'écoute. Vous aviez déjà engagé des. Oui, mais en fait, on avait déjà commencé les travaux et tout. Hein. Mais ce qui est marrant, c'est qu'on lui dit en plus. Bon, pour moi, il fait, mais pourquoi t'as surfacturé le loyer? Il dit quoi? Pourquoi tu l'as pas dit avant? Ouais. C'est ce qu'il me dit. L'argument, c'était ça. Ouais. Mais c'est pas logique. Genre, on est des gens cohérents avec James. On fait preuve de bon sens. On traite les gens bien, les gens qui viennent ici, mais en général, on a quand même du bon sens quand on travaille. Et ce manque de sens pouvait pas continuer. Heureusement qu'on a pris cette décision. Puis on a commencé à chercher. C'était ultra complexe, honnêtement. Ouais. En fait, moi, j'avoue que j'étais un peu contrarié par la situation. Et Eddie, il me dit, mais frérot, on n'a pas besoin de lui. À deux, on peut avancer encore plus vite. Et je suis sûr qu'on peut trouver un autre bien. Et il me dit ça, je vais sur Se Loger. Je cherche, je me rappelle le lendemain, on partait au Maroc. On partait en vacances, ouais. Et je cherche.
je trouve 3 ou 4 biens, je lui envoie sur WhatsApp. Ils sont déjà mieux que ce que vous avez. Ouais, dont celui-là, tu vois, je lui envoie sur WhatsApp. Mais c'était pas mieux, c'était beaucoup plus cher quand même. Celui-ci était une perle rare entre guillemets, tu vois, parce que. Ouais, c'est vrai. Et on ne croyait pas trop en plus au début. Et Eddie, lui c'est un gars qui passe aussi beaucoup à l'action, tu vois. Nous deux, on a assez pareil. J'ai l'impression que ça va vite. Et ça allait très vite. En fait, il prend des initiatives très rapidement. Ouais. Tu vois. Donc il appelle directement. Il me dit, je propose un rendez-vous le jour même. Ouais, en fait, j'étais quand choqué. j'appelle. Moi, je lui envoie les annonces. Ça s'est passé comme ça. Je lui envoie les annonces sur WhatsApp. Il me renvoie un message. On a rendez-vous aujourd'hui à 17h. Tu peux être là-bas ou pas? Moi, j'y suis. On doit faire nos valises. On doit faire nos valises. On doit se casser au Maroc pour des vacances fort sympathiques. Ouais, c'était trop bien. Et je lui dis, let's go. Et du coup, on visite à 17h. Ça se passe grave bien. Et on part au Maroc le lendemain. On fait. Après, il y avait plein de trucs complexes aussi entre temps. Tu vois, je veux bien, vu que c'est un petit fail sur cette première OP et c'est hyper intéressant. C'est le rebondissement, il est intéressant, clairement. Déjà, tu disais que vous étiez associé avec le mec. C'était quoi l'idée? C'est que vous partagiez les revenus de ce studio? On était à 33. On était 33 chacun. Et en plus, lui, il touchait son. Exactement, son bénéfice. Tu t'imagines ou pas? Parce que lui, il louait 1005 et il vous facturait 3000. Exactement, c'est ça. Ah ouais, d'accord. Et lui, sa seule valeur ajoutée qu'il estimait, c'était le bien. Tu comprends? Mais moi, j'avais aucune idée qu'il surfacturait derrière. Et déjà, le fait qu'il ça casse la confiance. Le pire, c'est que James, il me dit quoi? Il me fait, vas-y, viens, on lance, c'est pas grave et tout. Ouais, c'est vrai. Mais t'es un malade, toi. Je lui dis, attends, on va se lancer dans une aventure. En plus, j'ai quand même mieux à faire. J'ai quand même des trucs aussi, j'ai des occupations à côté. Avec un mec qui nous surfacture. Mais moi, je peux pas laisser passer ça. Ouais. Tu laisserais passer ça, toi, Jérémy? Franchement, non. On est d'accord. En fait, il faudrait, s'il surfacture, il rentre pas dans le deal. C'est juste que c'est un peu 50. Non, mais c'est un peu ce principe, ce biais de le pied de la porte, tu vois. Il a déjà un pied dans la porte. Il l'a déjà mis un peu, tu vois, donc, vas-y, c'est pas grave, tu vois. Donc, James, beaucoup de gens réfléchiraient comme ça, vas-y, c'est pas grave, on laisse passer. Non, tu peux pas laisser ça passer, en fait, tu vois. Non, mais il a raison, et c'est pour ça que nous deux, on se complète bien, tu vois. Moi, je voulais absolument lancer, et avec du recul, vaut mieux ne pas lancer avec une personne qui t'a déjà fait des coups de crasse, tu vois, parce que quoi qu'il en soit, ça se passera mal. Avec Eddie, je pense que quand il y a un doute, il y a pas de doute, tu vois, comme on dit de manière générale, mais c'est vrai, quand il y a un doute, il y a pas de doute, faut faire attention, et assure son intuition aussi, c'est une bonne chose, ça permet aussi d'améliorer son intuition au fur et à mesure du temps, tu vois. Je pense que, voilà, aujourd'hui, en tout cas, moi, personnellement, je trouve que j'ai beaucoup d'intuition, tu vois, sur certaines choses, et je trouve qu'avec le temps, ça fonctionne de mieux en mieux, tu vois. Donc, pareil. C'est marrant ce que tu dis, parce que moi, tu sais, l'entrepreneuriat, moi, depuis que j'entreprends, au début, j'étais beaucoup naïf. Tu vois, j'ai lancé ma première boîte de location de style vestimentaire, là, l'Armoire Paris. Je pensais que j'allais devenir le prochain Steve Jobs. Mais j'en étais convaincu, tu vois. Et au fur et à mesure des différents projets que j'ai faits, tu vois, ce pourcentage de naïveté, il baissait. Et puis, non, mais je te jure, non, mais c'est vrai, c'est beau. Et puis, j'aime bien la manière dont tu le racontes. Non, mais c'est vrai, parce que les projets que je prenais, je les prenais avec plus de recul et plus de clairvoyance. Tu comprends? Et j'étais beaucoup moins naïf. Et c'est là où je le rejoins. Aujourd'hui, j'ai aussi une meilleure intuition. Mais parce que je pense que je suis moins naïf, en fait. Tu comprends? Là, on lance un deuxième studio, un troisième à Barcelone. On le fait parce que, bon, déjà, on connaît nos chiffres. Mais au-delà de ça, on a une très, très bonne intuition maintenant, tu vois. Donc c'est pour ça. Donc, je te rejoins à 100%. Puis quand tu fais les choses, l'intuition elle se transforme en expérience aussi, quoi. Exactement. C'est plus que de l'intuition, là. Oui, vous êtes sur un business qui tourne et qui fonctionne et que vous allez essayer de faire grandir et de c'est un peu la machine learning de l'être humain, tu vois. Et c'est marrant parce que, je sais pas si tu te souviens, Eddie, mais, je crois le lendemain de la visite des lieux de ce bien-là, on s'était assis avec le proprio, de ce bien rue Montmartre. On avait discuté un peu. Et à un moment, il avait dit une phrase, très pertinente. Il avait dit, vous avez quel âge? Moi, j'ai 28 ans, il dit à 29. Il avait dit, vous savez, c'est à partir de 30 ans, c'est entre 30 et 40 ans que tout se passe et qu'on devient un entrepreneur accompli. Tu te souviens ou pas? Ouais, je m'en souviens, ouais. Après, on lui avait montré aussi des trucs, tu vois, qui lui disaient qu'on était déjà... Oui, bien sûr. On a déjà accompli de belles choses, mais... C'était le premier jour ici, vous étiez déjà en train de penser au deuxième lieu que vous alliez... Non, absolument pas. Franchement, ça, c'est pour le coup... non, pas du tout. C'est une anecdote marrante qu'on peut raconter. Et on en discutait il y a même pas 3 jours. De base, on n'était même pas censé lancer d'autres Podspace. C'est juste en fait des opportunités qui sont venues à nous, qu'on a saisies. Et ça s'est fait. Je pense que plus t'avances dans la vie,
plus ça marche un peu entre guillemets pour toi, plus t'as des opportunités qui viennent à toi. Exactement. Là, il y a une très grosse opportunité qui est proposée, qu'on est en train de faire sur un très gros sujet. On peut pas trop en parler là actuellement. Je préfère pas trop en parler. Voilà, c'est un très gros projet. On parle de plus de 600 mètres carrés, mais c'est des opportunités qui viennent au fur et à mesure parce que voilà, il y a des gens qui nous font confiance. Ils voient notre crédibilité sur le marché. Et voilà, je pense que ça vient au fur et à mesure. Et même ce bien-là, tu vois, la crédibilité, elle vient aussi du fait que c'était pas évident de l'avoir. C'était pas aussi simple que ça. Il y avait plein de petites complexités entre temps. Bien sûr. Il voulait pas le lâcher à n'importe qui. Puis on lui a montré des bilans. On avait des bilans, voilà, à plusieurs millions qui étaient passés. Donc il nous l'a filé. Donc c'était pas aussi simple que ça. Tu vois, il y a quand même des grosses barrières à l'entrée. Et le storytelling, il est pas juste on a rebondi, on a trouvé bien. Waouh, c'est trop cool. Ça me fait un peu penser à la scène. Je sais pas si vous avez vu le Tapis, la série sur Netflix. Bien sûr. Ah ouais. Où il y a cette scène où il présente à son avocat le truc, il dit on va racheter ça, il dit mais c'est impossible, ils voudront pas te vendre ça pour 1 euro. Il dit non mais en fait on va acheter cette plus petite société et une fois qu'on aura cette petite société on va acheter l'autre grande et genre il achète sa légitimité avec la première et ensuite il passe sur la deuxième opération quoi. C'est un peu trop. Je trouve que c'est un peu cette manière de toujours trouver une manière détournée d'arriver à tes fins, tu vois. Et Bernard Tapie dans la série le fait bien comprendre. C'est que la créativité, elle te permet de toujours avancer dans tes projets. Et il est très inspirant, bien évidemment, c'est un entrepreneur qui est brillant. Si on revient sur la chronologie, on parlait du coup de la visite, là, la veille du Maroc. Donc vous visitez plusieurs biens, juste celui-ci? Juste celui-ci. Okay. Parce il sortait du lot. Il était atypique. Ouais, il était original, tu vois. Tu peux le décrire un peu, vu qu'on est sur un podcast? Là, il doit avoir quoi, 50-60 mètres carrés, ici, de surface, avec des murs en pierre. Juste en dessous, en bas là ou non, juste là cette pièce là. Au total, il y a 120 mètres carrés à peu près. C'est ça. Avec on a un étage où on a fait une salle de repos pour les personnes qui bossent ici. On l'a aménagé en plusieurs décors. Et puis donc là, on est dans lequel là? Là, on est dans le décor Paris. Ok. Dans le décor Paris. Et voilà. Et sur le deuxième, on a 200 mètres carrés en bas, 80 mètres carrés en haut. Et sur le deuxième, après, on pourra rentrer un petit peu plus dans les détails par rapport au business model, si tu veux. Mais là, on a un bien avec une seule salle de tournage, une salle pour les opérateurs qui est juste derrière. Et du coup, ce qui fait que ça nous limite à une personne à la fois. Donc, on avait réfléchi avec l'idée pour cloisonner ce lieu-là. C'est assez compliqué. Et ça se passe quand même très bien avec une personne à la fois. Donc, un tournage par heure. Et sur le deuxième, l'idée, c'était d'optimiser au mieux la surface en divisant, en fait, en tout cas, du moins, parce qu'en fait, il est un peu compliqué aussi à gérer parce que c'est un bien en longueur. Et du coup, nous, il faut pouvoir que les personnes qui enregistrent puissent sortir sans déranger les autres qui sont en train de tourner. Donc, on a réussi à diviser en deux avec une pièce, une salle d'accueil, tu vois. Ouais. Pour augmenter la techniquement, il faudrait y réfléchir, mais techniquement, il pourrait y avoir 3 personnes en simultané. Ouais. Vu qu'il y a 4 pièces. C'est ça. Dont une qui n'est pas exploitée pour peut-être plus du matériel et du stockage. Mais techniquement, voilà, il y a 3 personnes qui pourraient tourner simultanément, dont 2 l'assurent à 100%, et l'autre, faudra y réfléchir sur comment l'agencer. Ça, c'est sur le nouveau lieu. Sur le nouveau lieu, exactement. Okay. Très bien. Donc, ça fera au total 4 endroits, en plus dans une géolocalisation qui est très proche quand même. On est à 50 mètres. On est très bien. Et vous garderiez celui-ci? Ah oui, on garde les deux. On garde les deux parce que quoi qu'il en soit, là, en fait, on développe pour augmenter aussi le chiffre d'affaires de la boîte. Donc là, acquérir ce nouveau bien-là, ça va augmenter la valorisation de Podspace, tout simplement. Et c'est pareil pour Barcelone. Tu vois. Nous, notre seul moyen de scaler cette boîte, c'est soit partir sur de la tech à fond, donc en faire un espèce de module de réservation de podcast franchisé, et que toutes les personnes qui souhaitent réserver demain une salle de création de contenu, Bordeaux, Lyon, etc. Ouais, faudrait peut-être l'expliquer, ça pourrait être intéressant. Tu vois, donc soit passer par de la tech. On va rentrer sur le scale après. Est-ce que avant, si on est dans la construction du truc, une fois que vous visitez, vous rencontrez le propriétaire du lieu, comment ça se passe? Et après, vous pouvez aller jusqu'à l'aménagement un peu. C'est quoi les modifications que vous avez eu à faire sur ce lieu? Quel investissement, à quelle hauteur il y a eu d'investissement pour lancer un studio de production d'enregistrement de podcasts? Pour le propriétaire, voilà, on le rencontre, il y a quand même un dossier quand même assez solide qui demande. Donc, il cherchait vraiment une GAPD, ce que j'ai appris d'ailleurs, de 24 mois. Parce que beaucoup de personnes nous ont dit que c'est la première fois qu'ils voyaient ça. Donc, une GAPD. Tu peux expliquer ce que c'est? Totalement. Une GAPD, c'est une garantie avant. Je me rappelle plus ce que veut dire exactement le GAPD. Non plus, Garantie avant paiement, je sais plus, un truc comme ça. Faudrait, si James, tu peux regarder. Ouais. Mais en gros, c'est une garantie qui est un peu comme une empreinte bancaire,
qui te permet de bloquer des fonds chez ta banque. Donc, qui garantit en fait que tu as les fonds suffisants. Pour payer sur X. Sur 24 mois, c'est énorme. 24 mois, ouais. C'est énorme. En cas d'impayé, ça protège en fait le propriétaire. Exactement. Donc ça, les frais d'agence, une garantie aussi, donc comment ça s'appelle, qu'on envoie à lui en fait, parce qu'il y a aussi un virement qui demande. Ouais. Donc c'est en plus de ça. Donc beaucoup de pression. C'est là que vous comprenez comment les coworking ils ont réussi à faire naître toute une nouvelle industrie dans l'immobilier. Ouais. C'est que en fait, pour prendre un bail commercial 369, ça te coûte une fortune. Exactement. Et c'est un vrai investissement de départ Ouais, que tout le monde peut pas se permettre. Exactement. Totalement. Quand si tu as envie de lancer une nouvelle ville et que tu sais pas si tu es là pour 3 mois, 6 mois ou 6 ans, bah rentrer dans un WeWork, même si tu dois payer 500 balles par poste, bah ça peut avoir du sens quand même, quoi. Totalement, ouais. Ça peut avoir du sens, exactement. Et donc on lui soumet le dossier. Le dossier, sincèrement, était très solide. Il y avait pas de question dessus. Donc il a vu les dossiers, il a signé direct. Mais c'était juste chiant parce que il demandait des choses qui étaient complexes à avoir et ça a mis un peu de temps, tu vois, ça a un peu freiné. Et il y avait pas mal de va-et-vient. Donc une fois que ça a été signé, bah, on l'a eu. Après les aménagements, James pourra peut-être plus expliquer ça. Ouais, après les aménagements, bah après on est sur un bien qui nécessite pas beaucoup de travaux. Nous on a décidé d'exploiter au mieux cet aspect avec la pierre, tu vois. Ouais. Qui rend très très bien la caméra parce que voilà, on est sur un secteur de l'audiovisuel, donc nous notre but c'est d'avoir un rendu qui est juste beau en fait. Donc on a décidé d'exploiter au mieux la pierre. Pour les tableaux, par exemple, ça c'est ma grand-mère qui les a fait, tu vois, tous les tableaux. Pour tout ce qui est décoration en fait des atmosphères, on a fait appel à notre graphiste 3D qui s'appelle Maxime. D'ailleurs, je passe une grosse dédicace parce qu'il fait du super taf. Qui a lui, en fait, on lui a envoyé les plans. Et en fonction des plans, on lui a dit combien d'ambiances on voulait. Et il a, lui, créé les ambiances. Okay. Ce que tu vois, en fait, même avec les fauteuils, c'était pensé par Maxime en 3D. Et nous, tout ce qu'on a fait, on est parti acheter le mobilier par la suite. Bon, il y a des petites choses qui changent, tu vois. Mais voilà, après, on a fait quelques petits travaux, mais rien de fou, tu vois. Et puis, on arrive à ce résultat qui est plutôt pas mal. Trop bien. Et après, il y a un investissement de matos, j'imagine. Ah oui. Gros investissement. Bah, déjà, le mobilier, ça coûte cher. Des appareils. Déjà, le mobilier, ça coûte cher. La déco aussi, acheter pas mal de déco, c'est un budget aussi. Et puis, il y a le plus gros de l'investissement qui est... Enfin, je sais pas si c'est le plus gros parce que, comme il a dit, il y a la GAPD, il y a tout ce qui est bail commercial. Mais on a du coup tout le matériel audiovisuel qui coûte extrêmement cher. Donc voilà, on est quand même sur un gros invest, tu vois. Ok. Et puis il y a quand même pas mal de barrières à l'entrée, comme il l'avait dit au tout début. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est aussi du fait que tu lances des projets, les projets fonctionnent et des gens te proposent des projets parce qu'ils voient que quand tu lances un truc, ça fonctionne. Ouais. Et donc plus t'avances, moins techniquement tu te trompes parce que ton intuition se développe, comme on l'avait dit au tout début. Donc ton flair devrait s'améliorer. Donc tu es censé faire prendre de meilleures décisions. Mais des sujets recrutement aussi, du coup. Comment ça se gère un lieu comme ça en termes d'équipe? Ouais, il y a des gros sujets de recrutement parce qu'au début, c'était pas évident, tu vois, à gérer. En fait, on s'attendait pas à avoir autant de production à faire en si peu de temps. Au début, en plus, c'était les vacances. Donc, à un moment, il était en vacances, puis ensuite, j'ai été en vacances. C'était très compliqué à gérer, honnêtement. Et du coup, on a dû vite recruter. On a recruté notre premier opérateur, Jérémy. J'espère si tu regardes ce podcast, Jérémy, qui est top et qui nous a beaucoup aidé sur le début. Et puis ensuite, de fil en aiguille, ça s'est fait assez logiquement, en fait. Tu vois, on se développe, on fait plus de chiffres, on produit plus, donc on a besoin de plus de personnes, en fait, en interne. Et du coup, nous, notre but, c'était de recruter des profils qui étaient aussi animés par le projet, qui avaient une vision, parce qu'on a une vraie vision avec Podspace, avec Edgy. Et du coup, le but, c'est pas de faire rentrer des gens pour faire rentrer des gens. On veut faire rentrer des gens qui veulent participer aussi à l'avancée du projet parce qu'on est convaincu que ça va aller super, super loin, tu comprends. Parce que l'offre pour le client, elle est hyper claire. Tu bookes à l'heure pour venir au studio à 100 € de l'heure. Et ensuite, tu as une offre de montage. C'est ça, de post-production. Post-production, mastering, etc. de toutes tes pistes. C'est ça. Audio et vidéo. C'est ça. Que vous filez en quel format? YouTube, vertical, horizontal? On fait tout. On fait tout. On fait des shorts, on fait du montage YouTube, on fait du montage de podcast. On fait toute la post-production, on peut s'en occuper. Trop bien. Donc il vous faut, quand tu dis opérateur de lieu, c'est quelqu'un qui est sur place et qui accueille les gens?
Voilà, comme Thibaut. Là, aujourd'hui, mais Thibaut, de base, est monteur. Donc, il peut, en fait, nous, on part du principe que un monteur connaît la vidéo, peut faire le taf d'un opérateur. C'est ça. Ouais, c'est de la petite ingénierie son exactement. mise en place. Et puis, quand tu bouges pas trop de lieu, finalement, c'est pas... Il y a rien de gros, de vraiment compliqué à faire, tu vois. C'est sûr que quand tu le fais pour la première fois, tu t'en mêles les pinceaux. C'est vrai. Après, voilà, on a quand même beaucoup de matériel à connaître. Donc, on les a formés quand même sur tout ça. Mais maintenant, une fois qu'ils connaissent et qu'ils sont à l'aise, on peut laisser une personne pour gérer le lieu sans problème. Ok. T'arrives à envoyer un client après un autre sur une heure, c'est quoi les créneaux tu vois, quand tu dis 70% de remplissage, c'est un peu de quelle heure à quelle heure? Est-ce que tu dois laisser une demi-heure entre chaque client? C'est une bonne question. Comment t'as géré un peu ce truc-là? Parce que en fait, là, c'est une bonne question parce que c'est un peu difficile parce que parfois ils peuvent attendre en haut et tout. Mais sur le prochain lieu, on a anticipé ça. Et d'où le café, en fait. Parce que le café, en fait, sur le prochain lieu, il n'était pas proposé au début. Il y aura un café en haut, c'est ça? Exactement. Un café ouvert au public? Exactement, ouvert au public. C'est de la restauration aussi, d'ailleurs. D'ailleurs, c'est marrant parce que hier, j'ai vu une restauratrice qui a plusieurs restaurants. On en a pas parlé, mais je dis, ouais, j'ouvre un restaurant café. Et je fais, du coup, elle me dit, c'est quoi ta carte? J'ai aucune idée. Elle rigole, elle fait, mais attends. Et il y avait Jafar avec moi. Et elle fait, attends, mais t'ouvres un truc dans un mois, tu sais même pas ce que... Et Jafar, il rigole, il fait, ouais, mais Eddie, il est comme ça, il lance des trucs très très vite, tu vois. Et on rigole sur ça. Mais c'est vrai, c'est qu'on lance un truc, on n'a pas de carte encore, tu vois, parce qu'on avait, il y a plein de trucs. En fait, il y avait un gars qui devait faire la carte, puis il a plus trop rep. Du coup, on s'est pas remis dessus. Mais on lance dans un mois techniquement et on n'a pas de carte encore. Il y aura du café. Il y aura du café. Ça, c'est clair et net, il y aura du café. On a déjà commencé à travailler sur les boissons pour le boisson, ouais. Après, c'est juste après, pour la carte, on est encore en train d'y réfléchir. Pour restaurer les gens, il faudra qu'on avance un peu plus vite sur ça. Mais du coup, en fait, le but c'était parce qu'à la base, il était pas proposé en haut, comme je disais. On a pris aussi en haut, on s'est dit attends, mais pourquoi pas faire proposer aux gens en fait de se rencontrer, un lieu de rencontre. Exactement. Où les gens peuvent discuter, échanger, consommer, rester, prendre le temps. Les gens viennent, ils rencontrent parfois des gens, ils se croisent et ils kiffent ce qu'ils font, ou ils veulent juste parler, continuer de parler parce que des fois ils reçoivent des invités. Le plus souvent d'ailleurs, j'imagine. Le plus souvent, ouais, exactement. Le plus souvent, c'est ça. C'est des gens reçoivent des invités et ils aimeraient plus prendre de temps, donc ils vont dans le café en face. Donc là, l'exemple était parfait. On s'est dit, ben on va faire ça et on va leur proposer de rester et prendre le temps. C'est ça. Donc tu vois, en fait, au final, Podspace ne devient plus simplement un lieu d'enregistrement, mais devient un lieu aussi de partage et de communauté. En fait, là, la vision, c'est vraiment de créer une communauté autour de notre marque et de réunir plusieurs personnes qui vont se croiser dans des domaines différents et puis qui vont échanger, qui vont connecter et qui vont se dire pourquoi pas, ah bah tiens, j'aime beaucoup ce que tu fais, on peut enregistrer en bas. Tu comprends? Et c'est plus ça, et c'est pour ça que l'idée du café était juste géniale. C'est Eddie qui a eu cette idée-là, et j'ai dit, mais en vrai, un café dans Paris, comme on dit, c'est une assurance vie, tu vois. C'est une assurance vie, et en plus où on est, il y a pas de risque, honnêtement. Il y a pas de gros risques. Mais pour répondre à ta question, c'est vrai que ça aussi, c'était un sujet au début, tu vois. Moi, personnellement, j'avais pas forcément pensé par rapport au délai, au temps de battement, à tout ça. Donc d'ailleurs, on en a pas parlé, mais il était même pas chaud de lancer dans en même temps. Je fais non, on lance tout en même temps, soit rien du tout. Ouais, si, c'est vrai. Vous voulez qu'on lance peut-être, mais je pense que c'est aussi ça, tu vois, le truc, c'est que je préfère peut-être qu'on prenne un peu plus de temps et qu'on sort avec un truc très très fort et les gens viennent et ils voient tout ce qu'on a fait. James a beaucoup bossé sur le café, sur la déco. Elle va être, je l'espère, en tout cas de ce que j'ai vu, très très sympa. Donc voilà, je suis impatient de voir ce que ça va rendre. Tu vois, moi je serai pas là en plus, donc je suis en déplacement. Mais du coup là, tu vois, entre les sessions, on rajoute 30 minutes de battement. Ok. Pour pouvoir justement, voilà, s'il y a des petits couacs ou quoi que ce soit, installer, accueillir, etc. Et ça sera pareil sur le prochain lieu, il y aura 30 minutes de battement. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que ce matin, j'étais en voiture et je pensais, est-ce que ce temps de battement, faudra allonger ou faudra raccourcir? Parce que, mine de rien, 30 minutes à la fin de chaque session, ça te bouffe du temps. À la fin de la journée, sur une journée, on perd peut-être une heure, non, deux heures même. 2 heures et demie. Ouais, 2 heures, 2 heures et demie. Et c'est pour ça que là, par exemple, tu vois, on a ouvert le week-end et on a ouvert les soirées le lundi, mardi, mercredi. Okay. Parce qu'on était full. Là, septembre, ça a cartonné. Octobre, ça a cartonné. On était full de chez full. Et du coup, on a discuté avec Eddie. On a dit, il faut qu'on puisse exploiter encore plus le bien. On a recruté une personne aussi. Pour faire des chiffres, justement. Pour qu'on puisse être. Augmenter la performance. L'objectif, c'est d'être le plus rentable possible et être ouvert tout le temps pour pouvoir. Ça serait génial que des gens, la nuit, puissent venir tourner ici, tu vois. Parce qu'en plus, la nuit, tu deviens encore plus créatif, en règle générale. Et je sais que surtout avec un verre de vin. Tu vois. Et donc voilà, pour répondre à ta question, il y a eu un sujet de réfléchir au battement, à tout ça, tu vois. Ok.
Hyper intéressant. C'est qui les clients qui viennent? On a tout le monde. Hein. Ouais, vraiment tout le monde. Il y a pas de typologie, je dirais. Mais il y a peut-être une typologie qui est plus grosse que l'autre. Peut-être les entrepreneurs, parce que c'est eux qui veulent créer le plus, ce qui est normal. Mais parce que c'est aussi notre audience de base. Ouais. Probablement. Mais est-ce que les créateurs de contenu sont des entrepreneurs? J'ai envie de dire oui aussi. Exactement. Ouais. Donc quand je dis des créateurs de contenu, hier il y avait un influenceur qui était un peu connu. Ouais, j'ai vu, je savais pas. Et puis quand il a reposté la story, j'ai vu qu'il avait 200 ou 300 000 abonnés sur Insta. J'ai dit, ouais, c'était un mannequin qui tourne beaucoup avec d'autres influx connus. Il y a quelques jours, je savais même pas, j'étais dégoûté parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait. Il y avait Mohamed Cheikh, le gagnant de Top Chef. Je vois bien. Il y a Malek Délégué, vraiment super sympa, qui nous donne sa confiance, qui tourne énormément avec des gens très très connus et plein d'autres gens très très connus aussi. Je pense il y en a eu vraiment plein de gens qu'on n'a même pas vu non plus. Hein. Et on a même des marques, tu vois. On a 900 Care qui sont venus, c'était parmi les premiers 900 Care. Rohin, si tu regardes ce podcast, dédicace à toi encore. On a 900 Care. On a eu le fondateur de mince. Putain, je l'ai sur le bout de la langue, mais ça va, je vais pas m'en souvenir. Mais on a eu plein de marques qui sont. C'est des gens qui viennent plutôt régulièrement en mode j'ai mon podcast et je viens une fois par mois ou une fois par semaine, toujours chez Podspace. Ouais, ils sont réguliers. C'est des gens qui viennent plutôt en mode ponctuel. Non, ça devient des clients réguliers. SoShape, voilà, le fondateur de SoShape qui est une grosse marque. Ah ouais, SoShape, je savais pas qu'il était venu. Qui est venu cette semaine. Il est venu un matin, sympa. je savais pas, j'étais pas au courant, il est devenu très gentil en plus. Ouais. Qui viennent tourner des ads pour le coup, tu vois. Donc ils font du format fake podcast, on appelle ça comme ça. Fake podcast, j'adore. Qui marche très bien, tu vois, en publicité. Ouais. Donc tu vois, là on a une entreprise, on a une école qui vient la semaine prochaine. Interviewer, je crois, un professeur d'HEC. Donc c'est en train vraiment de se démocratiser, tu vois, ce format. Il y a eu un prof aussi un doctorant qui m'a proposé. Moi, je suis ingénieur de formation. Il m'a invité après dans son école, qui est le corps des ponts et chaussées, qui est une très grosse école, et qui a un programme de doctorat, qui est lui un professeur qui a fait Harvard, qui est une grosse école qui a tourné ici et qu'on est devenus amis. Tu vois, m'a proposé de rejoindre le programme. J'avais pas le temps, mais j'aurais aimé. Tu vois, c'est des opportunités qui sont assez improbables, je dirais. Et d'un point de vue marketing, vous avez un peu. Il y a un effet que j'avais trouvé intéressant, c'est les vélos Lime verts pétants. Ou ils ont été interdits d'ailleurs. Hein, ou Foodora, ils avaient aussi des vélos roses à un moment. Ouais. Et en fait, ça c'est un effet marketing que j'avais un peu identifié en mode leur produit, c'est leur marketing, tu vois. Genre le vélo lui-même, plus t'as de commandes, plus t'as de vélos, plus les gens voient, et ça crée un peu un truc qui va compound, qui va faire une exponentielle. Et vous avez aussi un business où, vu que c'est du podcast et que souvent tu fais venir des gens. Honnêtement, moi, quand j'interviewe des gens, il y a deux sujets. Il y a trois sujets. Est-ce que c'est un expert? Est-ce qu'il a des sujets intéressants à raconter? Est-ce qu'il a l'air sympa et je vais passer un bon moment avec lui? Et le troisième sujet, est-ce qu'il a de la commu? Est-ce qu'il est en mesure de faire monter aussi mes audiences? Bien sûr. Ça marche comme ça. Du coup, vous vous retrouvez naturellement dans ce lieu avec des gens qui ont des grosses audiences, qui vont repartager le truc. Et c'est exponentiel. Exactement. Et on en parlait justement, juste avant ce qu'on disait. Par exemple, le mannequin qui repartage le studio dans sa story, il nous fait de la publicité gratuitement. Ça, qu'on lui demande. Ça, c'est un poste à 3 000 euros, quoi. Exactement. Mais parce que aussi, tu vois, les gens viennent ici. Il y a une atmosphère qui est super agréable. Donc, automatiquement, nous, c'est très rare qu'on demande, tu vois, est-ce que tu peux filmer, mettre en story? Ils le font naturellement. Mais Alexis aussi disait un truc hier qui était vachement intéressant, qui est un ami, qui disait aussi les gens, il y a plein de gens là qui essaient de nous copier et tout, et il y en a vraiment beaucoup en ce moment, mais ils viennent aussi pour nous, en fait, tu vois, parce qu'on essaie de mettre les gens à l'aise, on est quand même, je pense, sympathique quand même. On l'espère en tout cas. Ouais, mais vraiment, on essaie de mettre vraiment les gens à l'aise et on est très consciencieux du travail qu'on essaye de donner. On néglige vraiment pas ce qu'on fait. Et quand les gens viennent et ils vont dans d'autres personnes, ils nous le disent souvent, tu vois. Ici c'était pas dispo, du coup je suis allé chez l'autre, mais c'était. Donc on fait vraiment, on donne vraiment beaucoup de cœur à l'ouvrage. Et c'est aussi un truc, c'est un projet qui nous fait kiffer, tu vois. Sinon, voilà, on n'ouvrirait pas à Barcelone. On penserait pas ouvrir dans d'autres pays aussi qu'on réfléchit là actuellement. Donc c'est vraiment un kiff, tu vois, le projet. Donc on prend ça très au sérieux. Trop bien. Si on parle un peu de taille de marché, parce que du coup là vous avez un lieu, vous le remplissez bien. Là vous avez un autre lieu juste à côté que vous allez ouvrir. Où va y en avoir 4 en même temps, vous avez dit, ou 2? Deux studios en simultané, ouais. Donc là, ça fait, vous triplez le taux de réservation. Exactement. Ouais.
Est-ce qu'il y a potentiellement des gens qui vous copient ou des nouveaux studios? Parfois, c'est même pas copié. Honnêtement, moi qui ai une agence de podcast, genre il y a 1 an, j'ai visité un lieu en me disant, ça sera notre lieu d'enregistrement. Non, mais c'est différent. Et on essaiera aussi de faire venir des gens, machin. Et donc il y a clairement un engouement sur ce truc-là avec la trend des podcasts, avec le podcast vidéo. Et une évidence, je pense que là-dessus, on est aligné à fond sur rajouter de la vidéo avec YouTube qui va prendre une grosse place l'année prochaine sur le podcast en France, parce que c'est déjà le cas aux US. Et ma question, c'était du coup, est-ce qu'il y a une limite, tu vois, il y a un truc où en fait il y a de la place pour 10 lieux d'enregistrement à Paris et après c'est complètement saturé. C'est une très bonne question. Hein. Je pense qu'on le verra avec le temps et je pense que le service fera l'offre crée la demande. Ouais. C'est ça en fait. Je pense que le service permettra de remplir en fait, tu vois. Donc la réputation elle est importante aussi, je pense. Moi, je pense vraiment que sur les 3-4 prochaines années, la création de contenu va exploser beaucoup plus que ce qui se passe actuellement, parce que quand on prend du recul et on regarde ce qui se passe dans notre business, dans Podspace, tu vois, le fait qu'il y ait des marques, puis le fait qu'il y ait des écoles, puis le fait qu'il y ait des grands groupes aussi qui veulent se mettre à la création de contenu, tu dis ok. En vrai, il n'y a pas que le petit créateur de contenu qui veut enregistrer, qui veut trouver un lieu, etc. Il y a en fait tout le monde veut créer du contenu. Mais c'est intéressant ce que dit James. C'est aussi en fait, tu vois, des groupes un peu plus traditionnels de sociétés qui n'ont pas besoin de création de contenu. Total, ils n'ont pas besoin de créer de contenu. Je veux dire, leur exploitation c'est du pétrole et ils en revendent, tu vois. Donc ils font de la publicité. Mais je veux dire, t'as des groupes un peu plus traditionnels, un peu plus anciens qui se mettent à ça. Tu vois, on le voit beaucoup en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui démocratise ça et le podcast, en tout cas, ou la création de contenu de manière générale, est une bonne manière en fait de démocratiser ça parce que c'est beaucoup plus facile. La manière dont on communique, elle est pas jouée. Je veux dire, on parle naturellement et l'exercice, il est permis à tout le monde, tu vois. Alors que être face à une caméra, parler face à une caméra, c'est très difficile. Ouais. Et puis ça marche pour tout le monde aussi. J'ai lancé une petite 50aine de podcasts pour des marques, des entrepreneurs. Quand t'es face à une boîte qui vient te voir et qui te dit, moi, je veux créer du contenu sur les réseaux, mais mon taf, c'est d'installer des antennes relais sur des immeubles. Tu dis, ok, tu vas mettre trois images sur Instagram, tu vas être un peu limité, tu vois. Alors qu'au final, il y a énormément de sujets techniques sur ces trucs-là. Exactement. Et tu peux en discuter pendant des heures. Et qui intéresse pas mal de personnes. Podcast, mais c'est bien ce que dit Jérémy, parce que c'est un peu ça, en fait. Ils vont créer leur boîte, ils vont créer une page Insta avec 3 photos et plus jamais la toucher. Alors que tu fais peut-être 2-3 podcasts, t'as peut-être du contenu pour au moins 20-30 reels. Et les gens te voient déjà beaucoup plus crédible. Ah ouais, il crée du contenu sur son entreprise. Bien sûr. Transparence, la transparence, totalement. Exactement, mais au-delà de ça, ça va intéresser des personnes. Tu vois, on ne peut pas être une seule personne à s'intéresser à une chose. Ça n'existe pas. Tu vois, même si t'es sur des niches qui sont extrêmement précises, extrêmement nichées, il y a bien des gens qui sont intéressés par ce que tu fais. Tu comprends? Donc, il y a aussi ce truc de partager ton expérience et ton expertise, tu vois. Et c'est marrant parce que le slogan qu'on a trouvé avec Eddie, c'est « Tout le monde a quelque chose à raconter ». Et c'est vrai, tout le monde a quelque chose à raconter. Et peu importe le domaine, peu importe le sujet, on a tous quelque chose à raconter. Hyper aligné. Donc moi, je suis convaincu que voilà, la création de contenu, ça va exploser. Et c'est marrant parce que on a trouvé le nom du café, on va le dire dans le podcast, et ça va s'appeler Storyteller. Et du coup, c'est aussi en lien par rapport au podcast, parce que chez Podspace, tu viens raconter des histoires, mais dans un café, finalement, qu'est-ce que tu fais? Tu viens raconter tes potins du taf, donc tu racontes des histoires. Ça va être le café préféré d'Oussama Ammar, ça. Ah Oussama, si t'écoutes ce podcast, écoute, tu seras le bienvenu. On l'a déjà reçu en plus. Des chai latte si tu aimes ça. Ouais, c'est vrai. Oussama qu'on a reçu en plus. Ici. Trop chouette. Pour terminer un peu, c'est quoi la suite? On a parlé de Barcelone très rapidement sans rentrer dans les détails, mais vous voyez créer un groupe, ouvrir dans plein de villes clairement, en Europe, en 100%. France. 100%, on va en ouvrir partout, en France et en Europe. Il y a déjà des villes qui sont proposées en plus, qui sont très sérieuses. À voir, déjà lancer ces 2 nouvelles adresses. C'est un chantier qui prend fin en décembre. Donc ça nous permettra d'avoir une analyse un peu plus globale. Et le SaaS, comme il disait, l'application qu'on sort la semaine prochaine, qui nous permettra aussi en fait de proposer un modèle de franchise avec voilà, nous l'utiliser, montrer ce qu'on utilise et reproduire aux gens qui le souhaitent ce que nous on a mis en place. Donc Barcelone, ouais, très impatient de lancement Barcelone, c'est une ville que j'apprécie beaucoup. On a trouvé un très beau bien en plus de ça. Pour moi, il y a 0 risque sur Barcelone, je le pense vraiment.
En termes de localisation, il faut toujours que ça soit très central. Tu vois, ça c'est un vrai sujet. Ouais. Parce que pas au début en fait, mais en fait on était James, on n'était pas d'accord. On n'était pas d'accord sur ça, ouais. On aurait dû s'en parler parce que il moi m'a j'ai convaincu. des grosses intuitions là-dessus aussi. On n'était pas d'accord, il m'a intéressant comme convaincu sujet. et maintenant niveau localisation, je fais 100% confiance. Hein. Ouais. On était pas d'accord. Moi j'étais convaincu qu'il fallait dans les meilleurs lieux, sinon ça en valait pas la peine. Eddie voulait Paris Centre. Moi je dis mais tu sais, Paris Centre c'est cher. Je suis sûr qu'en banlieue ça fait le taf. Il m'a dit, Et même sur le deuxième lieu, il voulait pas Paris Centre, c'est ça qui est marrant. Non, arrête. On cherchait dans le 15e, 14e. Oui, mais ça restait Paris. Je veux dire, tu m'avais convaincu sur, il fallait que ça soit dans Paris. Ok. Après, Paris Centre, c'est Là-dessus, tu vois, tu m'aurais demandé il y a 2-3 ans avant que je fasse du podcast, j'aurais été full de la team de James. Genre, ouais, ça marche très bien en banlieue, etc. En plus, je suis un banlieusard aussi, donc c'est toujours pousser la banlieue. Je suis un Marseillais, moi, je suis un banlieusard, moi. C'est de quelle banlieue, toi? Moi, je suis de 92, moi, Du 77. Okay. Ah oui, toi, c'est banlieue! Ouais, mais 77 proche 9-4 quand même. Ok, d'accord, je vois, ça va. Proche 9-4, il a voulu récupérer un peu la proche banlieue. Il a récupéré un petit peu. J'ai le RER. Il a le RER, ouais, ça va. Et en fait, quand j'ai commencé, après je me suis installé à Paris, mon appart il est dans le 18e. Ouais. Et j'ai réalisé, franchement 18e c'est quand même, je suis à la Marque, c'est ouais, sympa. c'est super sympa. Montmartre, j'aime beaucoup. Je suis à 5 minutes de la place de Clichy où on devait, premier, tu vois. Et j'ai réalisé qu'il y a certains invités qui se déplaceraient pas dans le banlieue. Ça faisait chier de venir dans le 18e, tu vois. J'étais là, waouh, c'est abusé, tu vois. Mais ça, honnêtement, j'avais pas pensé à ça, moi. Ce qu'on avait pensé, c'était plus pour le prestige. Et si le prestige, dans le deuxième, les gens, ils se diront, bon, c'est comme dans le deuxième, on va y aller, tu vois. Donc c'est plus comme ça que... on est dans un quartier magnifique. Il y a des personnalités qui passent. Tu croises des personnalités publiques à chaque coin de rue. Il y a beaucoup. Il y a pas les Brunières juste en face. Là, il y a un gros événement. Je sais pas ce qui se passe là. D'ailleurs, tout est bloqué. L'événement de la paix là aujourd'hui. Ouais. Du coup, il y a beaucoup de policiers autour. Et c'est très safe aussi. Tu vois, t'es dans le deuxième. Du coup, t'es un peu plus safe que peut-être en banlieue, peut-être pour certains, tu vois, ça peut peut-être plus les inquiéter. Ouais, totalement, t'as totalement raison. Et puis même, c'est inspirant de venir dans des beaux quartiers de Paris comme ça, tu vois. Mais pour revenir à Barcelone, c'est exactement la même stratégie. Donc l'endroit, la localisation, elle est parfaite. On est à Ribau, qui est à côté d'une rue très centrale. Je connais pas très bien Barcelone, si les gens connaissent peut-être dans ton audience. Mais voilà, c'est une très belle localisation. Très centré, donc et t'es le bienvenu si tu veux venir de toute façon au lancement. Et dernière chose, toi qui as un gros podcast sur l'IMO, t'as peut-être des investisseurs qui seraient intéressés. On réfléchit avec Eddie à faire une potentielle levée pour nous aider à accélérer, parce que là on part du coup sur un très gros projet, ouvrir plusieurs villes, etc. Sur un business model qui marche très très bien. Donc c'est un sujet en ce moment. S'il y a des personnes qui sont éventuellement intéressées, on pense à ouvrir le capital de Podspace. Si vous avez des locaux commerciaux dans des endroits bien au niveau acoustique phonique aussi, je pense que faut envoyer des messages. Nous, on a trouvé un très bon moyen d'exploiter l'IMO d'une manière différente, d'une manière jeune qui correspond aussi à l'ère du temps et qu'on maîtrise à 200%. Donc voilà, s'il y a aussi des investisseurs IMO qui souhaitent nous proposer des biens, on est ouvert à toute discussion. Trop cool. Où est-ce qu'on vous retrouve, les gars ? Si jamais les auditeurs ont des questions, sur MyPodspace déjà, principalement parce qu'on est ici sur Insta. Moi sur Insta, sur Eddie KLF et moi sur LinkedIn James Alley et sur Instagram aussi James Alley. Donc voilà. Merci, c'était hyper cool. Ouais, c'était super moment franchement. Super, moi aussi. Intéressant. Et écoutez, j'espère que ça vous a plu. C'est de l'IMO un peu différent. Ça va sortir. Je pense qu'on va faire un follow-up même dans un an parce que vous avez l'air d'aller très vite. Et si vous voulez vous lancer en production de podcast, moi j'accompagne des gens pour lancer en mode bootcamp de podcast. Et après vous avez un lieu pour enregistrer chez Podspace. Donc il y a de belles synergies aussi à faire. Ouais, totalement. Avec grand plaisir. Trop cool. Et puis à bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt. Merci. À bientôt.